Retour sur le plateau de Politique en compagnie de Jean-Marie Colombani de Slate.fr, Arlette Chabot de LCI, Gérard Leclerc de Radio Classique et Frédéric Dabi de l'IFOP. On dit un mot de Marine Le Pen. On sent dans le fond qu'on l'entend peu, on la voit peu. Enfin, elle est venue sur France 24 cette semaine. Mais on sent bien qu'elle sait que les événements travaillent pour elle. Hein, et elle n'a pas besoin, dans le fond, de trop parler ni de trop s'exhiber, on va dire. Certains disent elle se recentre. Et pourtant, on voit que les manifs FN dans les villes pour anti-migrants sont de plus en plus, fleurissent de plus en plus. Mais elle se donne quand même une stature un peu de mère de la nation, un peu plus douce que son image de brutalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jean-Marie, oui, ce recentrage, en tout cas, ce recentrage quand elle dit, dans le fond que l'islam est compatible avec la République, qu'il est soluble dans la République. C'est pas un discours qu'elle tenait il y a quelques années. Oui, et par ailleurs, sur le terrain, le FN mobilise dès lors qu'il y a l'amorce ou l'esquisse d'une arrivée de quelques réfugiés. Il y a tout de suite des votes hostiles. Il y aura un référendum à Béziers, à l'initiative de M. Ménard, à nouveau contre tout tarif. Mais au-delà de cela, moi, ce qui me frappe, c'est l'attitude générale du pays vis-à-vis des réfugiés. Je ne sais pas ce que donne. Je voudrais qu'on reste sur le FN, peut-être. Oui, on en reparlera. Il y a un substrat qui fait qu'ils peuvent en effet mobiliser, manifester, faire des votes avec l'assentiment d'une partie de la population. Et c'est ça qui est très troublant pour notre pays aujourd'hui, je pense, parce que, in fine, son discours est quand même un discours de repli. Et il ne faut jamais oublier que le noyau dur, le cœur du réacteur du Front National, c'est anti-immigré, anti-immigration. Ouais. Ça reste l'absolu, j'allais dire l'alpha et l'oméga de toute la doctrine du Front National. Alors, après, elle peut l'habiller comme elle veut. Alors oui, elle dit que maintenant c'est l'islamisme radical qui est son adversaire. Et voilà. Mais immigration d'abord, et ensuite amalgame, immigration, islam, et ainsi de suite. C'est ça le cœur du réacteur, et c'est ce qui a été à l'origine de la montée du Front National, et c'est ce qui est toujours à l'origine du fer de lance de la progression électorale du FN. Mais Marine Le Pen, elle est dans une stratégie de second tour déjà d'élection présidentielle. Donc au fond, il n'y a pas une enquête d'opinion. Pour tout le monde, il est acquis qu'elle sera au second tour d'élection présidentielle. Hein. C'est dans toutes les têtes. Donc la droite va désigner le candidat qui affrontera Marine Le Pen. La gauche essaye de trouver quelqu'un qui soit capable d'être face à Marine Le Pen. Tout le monde a intégré cette dimension. Et Marine Le Pen, elle est dans une stratégie de second tour, donc elle veut rassurer, parler à plus de Français et rassurer sur les sujets qui inquiètent d'autres. Pas sur l'euro, parce qu'elle n'a pas du coup, il y a cette frange. En même temps, le Brexit, elle utilise au maximum le vote du Royaume-Uni pour dire, regardez, c'est pas le cataclysme qu'on nous annonçait. Un peu trop tôt pour le dire. Mais bon. Donc, elle devrait aller en Angleterre pour vérifier ce qu'elle dit. Pour l'instant, je ne dis pas que c'est juste, mais en tout cas, elle dit, regardez, le référendum, elle sourit quand elle voit que d'autres utilisent ou veulent utiliser beaucoup le référendum. Et donc, quand elle dit, ce qui a beaucoup surpris, effectivement, l'islam est compatible avec la République parce que sinon, vous allez renvoyer tous les musulmans de France, eh bien, elle est effectivement un discours qui est loin de Philippe de Villiers, par exemple, ou d'Éric Zemmour, qui disent que l'islam est incompatible avec d'ailleurs, la il est République. furieux contre la nouvelle stratégie de... Si vous voulez, on voit bien qu'elle est dans cette stratégie de second tour. Voilà. Gérard, elle joue l'apaisement. C'est une période bénie pour elle. Tout est formidable. Vous avez une campagne des primaires à droite qui se fait sur ces thèmes largement, sur l'identité, la sécurité, les immigrés, etc. Elle a plus besoin de parler. Donc, si quand elle parle, c'est même pour dire ça va peut-être un peu trop loin. C'est-à-dire qu'elle l'état de droit, elle modère les propos, notamment de Nicolas Sarkozy. Oui, l'état de droit, on n'y touche pas. Au même moment, vous avez les manifestations des policiers. Là aussi, c'est en plein, on en a parlé il y a un instant, c'est
ça joue en plein avec elle. Le Brexit, je suis d'accord avec Arlette, le Brexit, c'est quand même la démonstration qu'un grand pays a pris le risque et sorti d'Europe. Oui, ils ne sont pas dans l'euro. Non, mais ils n'ont pas l'euro. On n'était pas obligé d'être dupes en même temps. Ils n'ont pas l'euro, Gérard. Non, mais ça crédibilise un peu son discours. Le Brexit n'existe pas à ce stade. Oui. Et l'événement de ces derniers jours, c'est le mouvement de la Première ministre écossaise qui est allé au-devant de l'opinion britannique pour dire « Moi, j'ai mandat de rester dans l'Union ». Parce que les Écossais m'ont donné mandat de rester dans l'Union. Et si vous voulez sortir de l'Europe, il faudra nous donner l'indépendance. Je ne dis pas que... Oui, mais donc, mais dans l'immédiat, c'est quand même... Voilà, elle en parlait, un autre pays l'a fait. Et le retour à l'État que veut Theresa May, donc plus d'étatisme, qui est complètement dans la ligne aussi le péniste. Alors le résultat, c'est que donc elle a tout ça, elle n'a pas besoin de s'exprimer, elle joue l'apaisement, et puis elle tisse sa toile. Elle va vers les enseignants, elle va vers les femmes en disant on se prend féministe, en jouant les féministes. Elle va elle crée des structures pour les retraités. Elle triangule, voilà partout, c'est-à-dire que la politique de l'adversaire. Oui, Fred, vous vouliez ajouter parce que ce que vient de dire Gérard se traduit complètement dans les enquêtes d'attention de vote. La primaire des Républicains est quand même, du fait de l'axe de campagne de Nicolas Sarkozy, très très fortement axé sur les questions identitaires, sécuritaires, qui sont, c'est vrai, le moteur du vote FN. C'est vraiment ce diptyque immigration, insécurité. Et ça se traduit où, de plus en plus, alors que l'électorat de droite et l'électorat FN est très très différent sur les questions économiques, il est plutôt en fusion sur les questions identitaires. Et là, dans nos dernières enquêtes, on voit entre 20 et 25%, ça fait beaucoup de monde, d'électeurs Sarkozy 2012 qui vont directement chez Marine Le Pen au premier tour dans les enquêtes d'attention. C'est là où on préfère l'original à la copie, et c'est là où le moteur du vote FN, c'est ils disent des choses vraies, leur constat de la société est vrai. Et là, ça restera un des mystères, justement. Et ça reste complètement un moteur du vote FN. Mais ça restera un des mystères de la campagne actuelle des primaires. Pourquoi Nicolas Sarkozy refuse de voir cela, refuse de voir le mouvement qu'il crée ou qu'il encourage en faveur du Front National. Et il reste figé sur cette position-là, qui d'ailleurs aujourd'hui permet à Juppé d'être largement en avance, mais en même temps et surtout d'aider à ce point la campagne de Marine Le Pen. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. C'était déjà le logiciel du fameux Patrick Buisson, qu'il a la défaite en 2012, et qu'il renouvelle, et qu'il réactive là maintenant, contre toute raison, d'une certaine façon. Il pense qu'effectivement, il va réussir ce qu'il avait réussi en 2007, et qu'il avait essayé de refaire sans succès en 2012, c'est-à-dire faire revenir vers lui les électeurs de droite qui sont partis au FN. Alors qu'on a vu qu'il avait vraiment décroché très vite après 2007, si je me souviens bien, d'études faites par les Frédéric, je voulais vous poser une question, parce que c'est ce que dit souvent Jean-Marie sur ce plateau, c'est que lors des départementales ou des régionales, les Français ont corrigé leur vote entre les deux tours. Quand on pose la question à Marine Le Pen, et c'est ce qu'on a fait cette semaine, elle dit on ne peut pas comparer ce qui est incomparable, c'est-à-dire des élections régionales et une présidentielle, c'est pas les mêmes enjeux, et c'est pas les Français vont voter à l'entendre différemment. Est-ce que vous croyez que ce fameux plafond des 50%, elle peut le franchir cette fois-ci? Alors personne ne peut le dire. Non, je suis d'accord avec elle sur ce point que ce sont des élections extrêmement différentes, ne serait-ce que sur la participation. On vote quand même beaucoup plus, 20 à 30 points de plus entre une élection présidentielle, traditionnellement, sauf le précédent 2002 qui s'est traduit quand même par l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, que dans les élections locales. Je dirais qu'aux élections régionales, c'est vrai que le FN n'a pas gagné une élection en duel depuis environ 30 ans. C'était Yann Pierre, je crois. Il y a quand même des départements où le FN est arrivé en tête. Le Vaucluse, Marion Maréchal devance Christian Estrosi. Donc se dire on va être tranquille pour la submerger au deuxième tour, oui, on l'a vu aux élections régionales, mais on a quand même le coup qui passe de plus en plus près. Il y a eu la partielle du Doubs, qui s'est terminée à 52 fait 48. Voilà, elle a peut-être tort d'enjamber le premier tour comme si elle était déjà au deuxième tour. Les candidats ou les républicains, comme les candidats de gauche qui se disent il suffit d'être deuxième derrière le Front National pour pouvoir gagner. Bien sûr, très peu, aucun sondage ne donne Marine Le Pen gagnante, mais là encore, c'est la faiblesse. C'est malheureusement pour lui la faiblesse de Nicolas Sarkozy, parce qu'il se trouverait face à un second tour très serré. Alors qu'Alain Juppé bénéficiera
d'un électorat manifestement plus large. À ce stade, aujourd'hui, on n'en sait rien dans quelques mois, mais à ce stade, c'est plutôt... Alors, on va dire un mot de la droite, effectivement, et des primaires. On a vu le premier débat. On s'est dit que peut-être les petits montants, les gros allaient baisser. Et le dernier sondage montre bien que, en fait, Alain Juppé est toujours sur son avantage. Il est toujours... il s'envole toujours. Oui. Bon, Sarkozy le talonne un peu. On a vu que le troisième homme, c'était François Fillon. François Fillon maintenant, parce que François Fillon est revenu des royaumes des morts. Voilà. Donc, c'est assez... Pour l'instant, rien ne change, dans le fond. Rien ne change, si. C'est-à-dire ça ne change pas pour Alain Juppé, qui maintient son avance et qui même, semble-t-il, l'accroît. En revanche, c'est peut-être moins sûr derrière. C'est-à-dire que déjà, Fillon est repassé devant le maire. Et je crois... Nous sommes à 11% chacun. D'accord. Et en tout cas, dans l'esprit, dans les espérances des fillonistes, il y a cette idée que Nicolas Sarkozy serait plutôt sur une pente descendante derrière vous. Que Fillon au contraire sur une pente descendante, et donc il y a encore l'espoir, mais l'espoir fait vivre, que les courbes puissent se croiser. C'est loin d'être acquis, c'est loin d'être acquis. Mais la surprise qu'il pourrait y avoir à la primaire, ce serait celle-là. Ce serait que Fillon, finalement, repasse devant Sarkozy. Pour l'instant, on en est loin. Non, moi, ce qui me frappe en revanche sur ces sondages, c'est qu'ils sont en effet éclatants pour Alain Juppé au premier tour, ce qui est la surprise, et beaucoup moins au second tour. Et la distance entre les deux au second tour n'est pas si évidente, parce que quand on connaît la marge d'erreur des sondages, surtout sur une population qu'on appréhende mal, qui sont les gens qui vont aller voter à la primaire, 54%, c'est pas extraordinaire. Jean-Marie, l'IFOP est à 61% parce que, et on le voyait même lorsque c'était très serré entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, le second tour s'inscrit dans une logique référendaire, tout sauf Nicolas Sarkozy. Et on voit une majorité d'électeurs, Le Maire, Fillon, plus l'avance d'Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy. C'est très très compliqué pour lui. C'est vrai qu'il reste 30 jours, c'est vrai qu'on a quand même, et ça ne se dit pas assez, deux débats encore. Deux débats. Un tiers des électeurs tout à fait certains d'aller voter qui peuvent encore changer d'avis, et on est dans un électorat malgré tout homogène. Il peut y avoir de la volatilité. Rappelez-vous l'érosion des votes en faveur de François Hollande dans la dernière semaine de campagne, la montée d'Arnaud Montebourg ou l'effondrement de Ségolène Royal. Il peut se passer des choses. C'est-à-dire que le regard sur Alain Juppé a changé. C'est-à-dire qu'il y a un regard des Français sur cette président, sans doute, demain. On la regarde différemment. On le regarde différemment. D'abord parce qu'il n'a pas été effectivement totalement balayé par l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy. Donc on l'écoute et on le regarde différemment. En même temps, il est dans une position qui est quand même encore fragile, effectivement, parce que, même s'il a de l'avance, je veux dire, la position effectivement du favori est toujours compliquée. Des mobilisations des électeurs, c'est joué. Et puis lui-même, si on se réfère un peu au premier débat, il n'a pas commis de faute, il n'a pas que fait d'erreur, il n'a rien dit qui puisse lui être reproché, mais il ne peut pas rester paisible. Il lui suffit d'incarner, parce qu'au fond, la demande aujourd'hui, elle est sur l'incarnation d'une figure présidentielle. C'est pour ça que je dis le regard sur lui a changé. Et le drame de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est lui l'ancien président. Et ça n'est absolument pas apparu dans la campagne pour les primaires. Et donc il a un problème aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, de représidentialisation qui est totalement paradoxal, parce qu'à aucun moment il n'a joué « je suis l'ancien président ». Il a joué le bretteur que l'on connaît, l'énergie. Comme en 2012, la campagne de 2012. Mais si je vous ramène, les amis, à 95, quand est-ce que la bulle... Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais quand la bulle Balladur, elle a explosé... Mais ce n'était pas des primaires, attention, elle explose au mois de février. Enfin, combien de mois après février. Parce que Balladur, tout le monde le donne gagnant. Oui, mais février... Février, c'est quand même 2 mois avant le vote. Voilà. Alors que là, on est à moins d'un mois du vote des primaires. Oui, alors vous savez que c'est une stratégie que vient d'essayer Nicolas Sarkozy et qui n'a pas fonctionné. La campagne de Jacques Chirac 94-95, d'abord 94, décembre 94, il n'est pas au gouvernement, ça change tout, mais 12% d'intention de vote au premier tour, 12%. Donc, et il va gagner quelques mois plus tard. Sa campagne, c'est un petit opuscule, La France pour tous. Regardez le titre du livre de Nicolas Sarkozy. Tout pour la France. C'est bon. Et par ailleurs, c'est la rupture avec
Balladur qui est trop, j'allais dire, trop centriste, entre guillemets. Et aujourd'hui, c'est à front renversé. Le chiracien pur et dur, c'est Nicolas Sarkozy qui a voulu camper ce personnage-là, mais un décalque absolu de la campagne de 95. Et Alain Juppé en figure d'Édouard Balladur. Et ce calcul-là n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Parce que la demande n'est pas celle-là, la demande est celle plutôt d'une figure présidentielle. Elle n'est pas à nouveau de quelqu'un qui va aiguiser les clivages ou qui va courir derrière le Front National. Cela dit, n'oublions pas un autre élément qui est tout simplement l'actualité. C'est-à-dire, imaginer qu'il y ait d'ici le mois qui vient un attentat énorme, etc., ça peut rebattre les cartes. C'est pour ça qu'Alain Juppé favori ne peut pas être, par exemple, aussi, j'allais dire, soft dans le second débat. Il faut quand même qu'il s'affirme davantage et pas juste se contenter de laisser filer et de profiter de son avantage et de gérer son magot de popularité. On dit un petit mot, mais très court, de cette pauvre Cécile Duflot, et explosée façon Pulse, comme dirait l'autre. Pourquoi pauvre pourquoi pauvre? Mais c'est écoutez, ça doit être pas drôle pour elle. C'est peut-être une sanction méritée que lui ont infligé ces élèves. En tout cas, c'est une humiliation à tous les points de vue. Déjà, il n'y a que 12 000 votants, c'est moitié moins. Plus de moitié moins. C'est déjà beaucoup par rapport à la situation des Verts, je trouve. Qu'est-ce qu'elle paye? Elle paye tout. Elle paye sa personnalité, elle paye son côté politicien, elle paye ses zigzags. Elle était au gouvernement, elle était ensuite proche de Mélenchon maintenant. Et voilà, elle paye tout ça, quoi. Mais ce qui est extrêmement drôle, c'est que les commentaires sont les militants lui ont fait payer les 2 ans de gouvernement de François Hollande. Et là, c'est en décalage complet avec ce que nous disaient les sympathisants Europe Écologie Les Verts, qui étaient plutôt contents de Cécile Duflot comme ministre du Logement, qui ont été extrêmement déçus du départ qui a été perçu, le départ des ministres au lendemain des élections municipales, vu comme un départ de convenance. 85% des sympathisants Europe Écologie Les Verts, pour un sondage IFOP Match, regrettaient le départ du gouvernement. Donc on a d'un côté les militants, parce que ça montre ces 2 corps extrêmement différents, d'où la surprise en 2011 où les sympathisants voulaient Nicolas Hulot et les militants ont voté pour Eva Joly. On voit bien ce décalage, on lui fait payer les 2 populations lui font payer pour 2 raisons complètement antagonistes. Elle est allée au gouvernement, une partie des militants ne souhaitait pas qu'elle aille au gouvernement. Elle a quitté le gouvernement alors qu'une partie des sympathisants ne voulaient pas, alors qu'on lui proposait quand même un poste de numéro 2 du gouvernement, avec tout, l'énergie, l'environnement, etc. Après, elle sort, elle va flirter avec Jean-Luc Mélenchon, puis elle dit qu'elle est en total désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur l'Europe, et elle repart de son côté. Pendant ce temps-là, son parti éclate. Donc, au bout du compte, il n'y aura plus d'Europe Écologie Les Verts, ils n'auront plus de groupe parlementaire. Et je ne sais pas si Cécile... et crépusculaire. Crépusculaire. Et sera-t-elle elle-même candidate, députée? Je ne suis pas sûre que le PS soit aussi charmant, généreux avec elle qu'il ne l'avait été, comme Martine Aubry en 2011. Pas sûr. Ils garderont une mémoire. C'est un échec formidable, complet, total. Les 100 ans de Mitterrand, et oui, c'est la semaine prochaine, donc il aurait eu 100 ans, François Mitterrand. Vous l'avez tous bien connu. Peut-être, Frédéric, vous êtes un peu plus jeune. Voilà. Donc, Jean-Marie, vous avez lu à la fois les lettres, les très belles lettres qui ont été publiées à la décision d'Anne Pinjot, donc sa maîtresse, n'ayons pas peur des mots, et puis le journal de François Mitterrand fait de petits collages. J'aimerais avoir à vous tous votre... Moi, je n'ai pas lu les lettres, mais j'ai lu le journal. On a lu les lettres, les extraits dans l'Obs. Est un objet absolument fascinant et passionnant. Oui, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un romantisme échevelé. Oui. Ça révèle une facette de la personne Mitterrand, de la personnalité Mitterrand. C'est autre chose qu'un président ne devrait pas faire ça, de dire ça. Enfin, on peut le dire, mais après. D'accord. Après, une fois qu'on a quitté le pouvoir, et là, maintenant, elle est disparue, donc on peut tout raconter. Et c'est un journal, chaque jour, il écrivait donc à Anne Pinjot, avec sa belle écriture calligraphiée. Oui, il écrit bien, il est une belle... L'essentiel, c'était leur vie la vie de leur amour. Et l'actualité qui apparaît à travers un certain nombre de collages. L'actualité et l'amour. Sont des collages et la politique, enfantins ou surréalistes, parce qu'il était aussi de cette génération-là qui a été influencée par le surréalisme. Et la politique, c'est l'anecdote. C'est vraiment très anecdotique. Et donc, ça fait ressurgir le Mitterrand un peu dilettante qui faisait de la politique à l'ancienne de façon assez détachée.
alors que l'essentiel pour lui, c'était la culture, la littérature, les statues, les statuaires des grands du pays qu'on peut admirer dans tel, il a quand même fait 2 mandats. Hein. Oui, il a quand même fait 2 mandats. Donc ça paye la politique à l'ancienne. Ça paye la politique à l'ancienne. Ouais. Et politiquement, et on va faire un petit tour de table, politiquement, Arlette, la parenthèse, dans le fond, il ne critiquerait pas aujourd'hui ce que fait aujourd'hui François Hollande. Et dans le fond, cette parenthèse, elle ne s'est jamais refermée pour la gauche. La parenthèse, vous voulez dire sur le plan économique? Oui, bien sûr. Ah oui, non, la parce que je pensais sur la littérature, je me disais oui. Ah pardon, oui, non, je parlais, pardon. Je suivais mon idée toute seule sans vous prévenir, pardon. La parenthèse libérale, bien évidemment. Aussi bon qu'homme politique. Oui, c'est vrai, vous avez raison. La parenthèse, oui, peut-être en tout cas que lui nous permettrait ou comprendrait peut-être mieux que nous la politique et les options choisi par François Hollande. François Hollande, il ne faut pas oublier, a fait sa campagne, on s'en souvient, en pensant beaucoup à François Mitterrand, hein, sur la gestuelle, les discours. Et bon, mais à la fin d'un quinquennat ou presque, franchement, on peut dire qu'il n'y a rien à voir avec François Mitterrand. Malheureusement pour François Hollande. Surtout sur le plan de la communication, avec la parole très rare de François Mitterrand et le bavardage tel que ça a été dit et le sentiment que le président use sa parole, la démonétise en parlant de tout et de rien, notamment... Mais on n'est pas dans la même période non plus. Ah, bien sûr. Bien sûr. En quoi est-ce que Bill Clinton a un jour ressemblé à Roosevelt? C'est un peu la même chose. Non, mais déjà sur la personnalité, quelle personnalité, quoi. Quelqu'un qui, en étant président de la République, avec la carrière politique, enfin toute sa carrière politique, arrive à écrire 1200 lettres à Anne Pinjot, et avant il en avait déjà écrit 4000 à Catherine Terrasse. Enfin, c'est extraordinaire. Mais écoutez, il avait bien... Aujourd'hui, ça paraît... Hollande avait bien le temps d'aller voir Julie Gaillet. Oui, mais sauf qu'il écrivait pas, il n'a pas écrit, semble-t-il. Des SMS. Il y a des SMS aujourd'hui. Donc c'est déjà, parce qu'en plus ses lettres sont magnifiques, c'est un vrai écrivain, et donc c'est magnifique. Et puis quand même, quel talent politique aussi, justement, quand on compare avec François Hollande, malheureusement. Je suis pas d'accord avec vous tout à l'heure sur la parenthèse. La parenthèse, c'est pas lui, c'est Lionel Jospin qui sort ce mot-là. François Mitterrand ne dit pas la parenthèse. Il laisse entendre au contraire qu'il n'y a pas d'autre politique possible. C'est le tournant. Et puis, il arrive. Enfin, le tournant de la rigueur, 83, quoi. Bon, oui, mais justement, en tout cas, il fait passer ça. Surtout, il fait passer ça à travers toute sa majorité. Et personne ne moufte. Personne ne moufte. Et là, on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, sauf les communistes qui ont... Personne ne moufte. Non, il y aurait une émission à faire là-dessus. Parce que franchement, la période... Non, mais il y a une relecture aujourd'hui de ces périodes. Il y a une relecture de Chirac qui est absolument hallucinante. De 2 mandats de Jacques Chirac qui est hallucinante, avec une popularité qu'il n'a jamais eue alors qu'il était dans l'action. Et François Mitterrand a conduit quand même son camp à la plus grande catastrophe historique politique qu'a connue la famille socialiste, 1993. Il faut se rappeler tout ça. Donc, mais il y a un regard aujourd'hui nostalgique, sachant le qu'il y a temps. Alors on enrobe ça de nostalgie. C'est fait normal parce que c'est aussi l'incarnation de la ça fonction. fait partie de la fabrication des mythes. Oui, à son tour, il prend place parmi nos mythes, bien sûr. Mais voilà, il y a ce regard rétrospectif et historique. Une enquête avait été faite pour les 20 ans de sa mort en janvier 2016. 68% des Français avaient un bon souvenir des années Mitterrand et c'était majoritaire à droite qui le honnissait, qui l'appelait Mitterrand. Et les 2 mesures qui ont été le plus plébiscité, mémorisé, abolition de la peine de mort et retraite à 60 ans. Merci à tous. C'est un bonheur d'être avec vous qui aimez et connaissez si bien la politique. Merci à vous tous. Merci à Pauline Hellman pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Et Jean-Marie, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Politique. Merci, à très vite.